Bonsoir à tous. Alors, bienvenue pour le dernier Wednesday Event de l'année. Ce soir, on accueille Mi, qui va finaliser notre année de la pastorale étudiante pour les Wednesday Events avant de retrouver pour d'autres aventures. Bonsoir Mick, merci d'être avec nous ce Bonsoir. soir. Ça me fait plaisir. C'est très particulier d'être en ligne. La dernière fois que j'étais à Wednesday Event, c'était en vrai, donc ça me change. En effet, c'est vrai, ce n'est pas la première fois qu'on vous accueille et pas la dernière, et on s'adapte comme J'espère. on peut. Mais c'est très bien comme ça. Alors, ce soir, on se retrouve donc pour une petite interview et puis pour nous révéler finalement ton témoignage. Et je te laisse commencer par te présenter en quelques mots. Alors, je suis Mick, ça s'écrit M-E-A-K. Je suis donc rappeur, je suis artiste à temps plein. Et j'aime me définir aussi comme poète ou comme parolier. C'est ma passion première, c'est l'écriture. Donc je vis de ça. Donc je rappe, je slam à l'occasion, mais je préfère dire que je rappe surtout. Et puis, donc oui, je suis croyant et du coup, ça fait que dans mes textes, notamment, on peut entendre parler de ma foi. Et je traverse la francophonie en musique, que ce soit la France, la Belgique, la Suisse, la Réunion, les Antilles. Voilà, des tournées pour partager ma musique et ma poésie. Voilà. Merci Mick. Alors, on va commencer sur ta passion pour l'écriture. Ouais. Depuis quand tu écris et comment cette passion s'est-elle révélée? Et j'écris, je peux même te dire la date exacte. Enfin, je te tutoie, hein, ça te dérange pas. Alors, ça sera plus sympa. Je peux même te dire la date exacte de quand j'ai commencé à écrire mon premier texte abouti. C'était à 14 février, donc à la Saint-Valentin, et c'était en 2002. J'avais 15 ans. Et cette passion pour les mots, elle est venue là. En fait, je trouvais que c'était vraiment fun et que c'était agréable de parler en rythme et en rime. Et donc, je voulais être poète à partir de ce moment-là. À 15 ans, je me suis dit, je veux pas non plus être rappeur. C'était pas l'objectif premier. Je voulais être poète. Donc, à 15 ans, en plein cours, donc les jeunes ne faites pas comme moi, mais en plein cours, j'ai eu cet amour. J'ai été frappé d'un coup de foudre pour l'écriture et la poésie. Merci, c'est très beau. Qu'est-ce que tu dirais pour qu'on comprenne qui tu es, ce que tu as vécu jusqu'à aujourd'hui? Où tu as grandi, dans quelle ambiance, tes grands choix, Ouais. ta vie actuelle? J'ai donc grandi à l'île de la Réunion. Je suis d'origine malgache, mais j'ai grandi à la Réunion et j'ai fait toute ma scolarité, toute mon enfance jusqu'au bac à la Réunion. Donc c'est justement là que j'ai rencontré la poésie, on va dire. J'étais en première. Ensuite, après le bac, j'ai fait une licence en langue étrangère appliquée, donc anglais et espagnol, et puis un master en marketing et management. Mais tout ça, toujours en faisant de la poésie en parallèle. Et ça a commencé à s'affiner et ça a commencé à prendre forme, et une forme plutôt sympa. Jusqu'à après le master en marketing, j'ai trouvé un travail dans une boîte que vous connaissez sûrement qui s'appelle venteprivée.com. Donc, je bossais là en tant que responsable de vente pour le Royaume-Uni. Mais à côté de ça, toujours la poésie, mais cette fois-ci, j'enregistrais des albums et aussi je faisais des concerts. Et je suis resté 6 ans et demi chez Vente Privée, mais pendant ces 6 ans et demi, mon activité en tant que MIC prenait de la place. Donc, en fait, j'avais une activité, on va dire, professionnelle et à côté de ça, les soirs et les week-ends, j'étais sur scène, j'étais en tournée, je commençais à visiter la France. Et donc, en 2018, après 6 ans et demi de bon et loyaux service en CDI chez Vente Privée, je me suis dit, je saute le pas, parce que visiblement, ça, c'est viable. Les gens apprécient la musique, sont assez réceptifs, réactifs. Il y a une communauté qui se crée sur les réseaux sociaux. Donc voilà, depuis 2018, je vis de ça. Entre-temps, bien sûr, il y a eu une super date. En 2015, je me suis marié, hein. Donc voilà, je suis aujourd'hui marié en région parisienne et depuis 2018, donc professionnel de la musique. Voilà. Très bien. As-tu déjà croisé quelqu'un qui écoutait tes titres dans la rue, dans des magasins? Eh ben oui, figure-toi que oui, ça arrive pas toujours, hein, j'ai pas la notoriété d'un maître Gims, je pense, mais quand ça arrive, c'est assez drôle, c'est assez improbable. C'est arrivé une fois aussi dans le RER. Dans le train, j'ai repéré quelqu'un qui écoutait ma musique puis qui m'a reconnu. Une fois, c'était beaucoup moins fun. J'étais à Monoprix dans un rayon café. J'étais en plein en pyjama avec une cagoule et pourtant on m'a reconnu. Quelqu'un qui dit, ah, c'est toi, Mick et tout. Donc c'était assez drôle. Et puis une anecdote marrante aussi que je raconte, c'est que j'ai grandi à l'île de la Réunion dans une petite ville très très peu connue qui s'appelle Brapanon. Et en fait, une fois que j'étais en métropole ici en France, j'ai appris que sur les réseaux sociaux, le maire de Brapanon avait posté sur les réseaux sociaux ma chanson parce qu'il était tout content de voir que quelqu'un parlait de sa ville. Et du coup, c'était assez drôle de voir un peu la reconnaissance des gens. Donc, c'est très gratifiant.
ça fait plaisir, mais ça arrive très rarement. Hein. C'est pas non plus quelque chose qui arrive tous les 4 matins, mais c'est drôle. C'est drôle. En effet. Comment tu composes? D'abord musique, paroles, collaborateurs, matos? Il n'y a pas de parcours, il n'y a pas de schéma type. Parfois, ça peut venir d'une idée, et donc je vais écrire un texte dans le silence, et ensuite je vais créer une chanson qui va décorer ce texte-là. Parfois, c'est l'inverse, puisque je crée mes propres instrus, je suis beatmaker, donc parfois je vais créer une chanson sans aucune idée de ce que je vais raconter sur cette chanson. Donc il n'y a pas vraiment de schéma type, et ce que j'aime dire surtout aussi, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de rappeurs comme ça ou d'écrivains. On est rarement devant une feuille blanche en disant qu'est-ce que je vais écrire aujourd'hui. L'inspiration, c'est elle qui vient nous chercher. Donc, je me déplace toujours avec un petit carnet parce que je me dis c'est comme de la foudre. Ça peut venir comme ça, une super idée, et il faut que je sois disposé, donc que je sois dans les transports en commun, que je sois surpris par une idée. Et c'est rare que je sois devant une feuille et que les idées viennent, quoi. Donc, il n'y a pas vraiment de schéma type, quoi. Est-ce que tu as des musiciens avec toi ou pas du tout? Oui, ça arrive. Alors, en tant que beatmaker, ce qui est pratique, c'est que je peux créer mes chansons moi-même. Donc, tout seul, ici, là, tu as un aperçu je suis en home studio. Donc, ici, tout est aménagé pour faire de la musique. Donc, je peux effectivement tout faire seul. Après, c'est toujours bien de travailler en équipe aussi. Donc, il m'arrive d'inviter un guitariste, un bassiste, un batteur pour sublimer un peu mes compositions. Donc oui, j'aime travailler aussi en équipe. Et surtout aussi, un rappeur aime bien être accompagné parfois de voix chantées. Je ne suis pas un super chanteur, au contraire. Donc c'est bien parfois d'inviter également des voix. Donc dans mes albums, on retrouve des musiciens, mais aussi des chanteurs. Justement, tu as abordé tes albums. Peux-tu nous parler de ta discographie, notamment donc tes 5 albums que tu as réalisés? Oui, et en disant ça, je réalise que ça fait longtemps et que je me fais vieux. Et non, mais d'ailleurs, ça peut être sympa. Je vais essayer de partager mon écran. Ça va être intéressant. Ça peut être intéressant si je vous montre une petite chronologie, et on va parler de mes albums si ça va bien. Hop. Et comme par hasard, le partage d'écran ne veut pas se faire. Hop. Et ben, voilà, l'écran 2. C'est parti. Donc normalement, Oui, c'est bon, on a on ton voit écran. mon écran, et je le mets même très très gros. Est-ce que tu vois très bien? Oui. Donc c'est un peu tout ce que je te racontais tout à l'heure. Donc là, je le passe très vite. Euh, mais je pense que c'est assez marrant de voir. Bon, les albums arrivent en 2012, tu le vois là. Oui. Relecture, Plume à Scandale, Nuntius. Et puis 2019, il y a eu Mon Critérium et Incarné. Et cette slide n'est pas à jour, puisqu'en Juste, 2020, il y a eu un autre album. Oui. on voit les diapositives suivantes en même temps, en fait. Ça apparaît vraiment comme ton écran. Comme celui-ci. Donc on voit un peu Giroud là qui Oui, c'est ça. apparaît. Ah, je me suis spoilé. Exact. Alors, est-ce que je peux faire en sorte qu'on peut voir un autre type d'écran? Hop, 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 hop. Bon, je vais réessayer. Ah, là, ça va marcher du tonnerre et on verra complètement ce qu'il faut voir. Là, c'est Donc bon. là, tu revois la slide. Et là, si je mets tout, normalement, tu vois que la C'est slide. bon. C'est bon, cette fois-ci, c'est Parfait. bon. Donc voilà. Non, mais je ne vais pas trop m'étaler sur ce parcours, mais il y a des petits highlights assez fun que j'aimerais partager aux étudiants. Donc oui, là, il y a 4 albums. Le premier en 2012, ensuite en 2014, ensuite en 2016, ensuite en 2019, donc pratiquement tous les 2 ans. Et puis, il y en a eu un dernier en 2020 qui s'appelle Fuel Fresh aussi. Mais c'est vrai qu'il s'est passé plein de choses entre-temps. Et je pense qu'il doit y avoir des gens qui se demandent pourquoi le nom de scène Meek, par exemple. Oui. Et la petite anecdote, je vais la raconter, c'était en 2004. Pourquoi c'était Meek au début, M-E-E-K? Parce qu'en fait, c'est un terme biblique. Et en anglais, ça veut dire humble, doux, docile. Je trouvais que le mot était vraiment très stylé. Je l'avais ouvert et trouvé par hasard dans un dictionnaire français-anglais. Et en plus, j'ai appris qu'il était dans la Bible, et étant croyant, je trouvais ça cool. Sauf que j'ai reçu un coup de fil, ou plutôt un mail, d'un monsieur qui me dit Mick, c'est moi. Vous changez ça tout de suite, ou sinon j'appelle mon avocat. Donc il m'a mis un gros coup de pression, et j'ai eu peur et j'ai changé une lettre. Donc voilà, ça c'est pour l'anecdote. Ça ne veut plus rien dire aujourd'hui, littéralement, mais ça reste mon nom de scène. Donc oui, effectivement, j'ai sorti des albums tous les 2 ans, et j'en suis à 5 déjà. Et voilà, donc je me suis dit, ça c'est souvent dans les présentations que je fais, la musique m'a permis de beaucoup voyager. Donc là, par exemple, en Angleterre, aux côtés d'Olivier Giroud, donc c'était sympa, c'était lors d'un gala de charité.
Ça m'a permis de découvrir aussi l'univers de ces œuvres caritatives. C'est très sympa. Bon, ça m'a fait voyager aussi en Suisse, la musique. Donc, c'est fou de me dire que mon premier poème écrit le 14 février à 15 ans, et cet amour pour la poésie, finalement, m'a conduit à en faire mon métier et à à voyager dans le monde à partir de là. Donc, ça, c'est fou et je suis super reconnaissant pour ça. Là, ça répond aussi à ta question, est-ce que j'ai des musiciens? Donc là, je ne sais pas si tu vois sur la slide, il y a un bassiste, c'est mon beau-frère D'accord. qui m'a accompagné en tournée en Guadeloupe avec un ami qui est DJ aussi. Derrière, on peut entreapercevoir ma sœur aussi, donc on voyage beaucoup en famille. Et puis j'ai pu même avoir un documentaire, un reportage de France 2 qui est venu à la maison pour observer et étudier ce cas très bizarre, comment ça se fait qu'un poète devient rappeur et en vivre, et chrétien en plus, c'est quoi cet ovni? Donc, c'était assez drôle. Et voilà, souvent je présente aussi des activités de concerts plus privés. J'aime bien donner des concerts aussi chez les gens ou dans les associations. Donc ça peut être 5000 personnes comme 5 personnes, et ben, ça me va très bien, tant que je peux participer. Enfin, pardon, tant que je peux partager de la poésie en musique. Voilà, j'ai été un peu long sur ma réponse, mais ça fait un peu Problème. découvrir mon activité. Voilà. Ok. Et maintenant, on va passer à des choses où tu as vécu certaines expériences. Tu as vécu des Ouais. moments de crise où tu t'es dit que tout pouvait basculer. Peux-tu nous en parler un petit peu plus? Ouais, je dirais que j'ai vécu deux grands moments de crise. Un à 20 ans et un autre 10 ans après à 30 ans. Euh, à 20 ans, c'était plus une crise identitaire. C'est-à-dire quand tu fais du rap, là je ne le faisais pas à plein temps, je faisais ça pour le fun, mais je me disais, bon, ce qui marche dans le rap, visiblement, c'est d'être un thug, comme disent les jeunes. Et c'est de parler de guns, c'est de parler des filles, être un peu sexiste, être un peu dangereux, faire peur, etc. Mais ça ne me ressemblait pas. Moi, j'ai eu une enfance relativement tranquille, dans un quartier très très calme à l'île de la Réunion, presque en campagne. Père prof de musique, enfin, classe moyenne, enfin, pas grand-chose. Donc, mais ça vend pas de parler de cette enfance qui ne vend pas du rêve. Donc, finalement, j'étais tiraillé. C'était ma première grande crise. Je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire de ce rap finalement? Je commençais à me sentir très inconfortable à l'idée de mentir morceau par morceau en disant, ouais, je vais te sortir la calache. Alors, j'ai jamais touché d'arme de ma vie. Donc, ouais, ce double jeu commençait à faire une vraie crise. Donc, ça, c'était à 20 ans. Après, on en reparlera un peu plus tard comment je suis sorti de là. Mais à 30 ans, c'était une autre crise qui n'a rien à voir. Et c'est pas la crise de la trentaine. C'était justement au moment de quitter vente privée, qui était mon CDI, avec un crédit sur le dos. Avec ma femme, on avait acheté une maison, donc on avait un crédit immobilier sur le dos. Donc c'était un pari fou de se dire, on lâche la sécurité de l'emploi et ce travail plutôt bien rémunéré pour que je me lance à plein temps en tant que troubadour, en tant que baroudeur, à faire des concerts et à vivre de la poésie. Donc c'était un peu une sorte de crise aussi, mais est-ce que c'est le bon choix? Est-ce que c'est viable? Aujourd'hui, je ne regrette pas une seconde. Mais en tout cas, voilà, c'est un peu pour répondre à ta question, j'en ai eu dans toute ma carrière, j'ai peut-être eu ces deux gros moments qui ont été des piliers ou des moments charnières, quoi. D'accord. Et finalement, qu'est-ce qui t'a permis de te sentir bien dans tes baskets? La- Ça peut paraître très spirituel et je pense qu'on en reviendra peut-être à ces questions-là, mais la réponse la plus spirituelle que je te sortirais là, ça serait la liberté en Jésus. Mais, mais pour faire beaucoup plus concret, ça serait vraiment, ouais, finalement, une certaine liberté. À 20 ans, quand je me suis dit, mais Mathieu, parce que Mathieu, c'est mon vrai prénom, Mathieu, mais sois toi-même. On verra bien. Si ça prend, tant mieux. Si ça prend pas, c'est pas grave. T'as pas besoin d'être un thug. Qu'est-ce qui fait ta personne? Qu'est-ce qui fait ton identité? Oui, j'ai une voix plus aiguë que les autres rappeurs, parce que justement, dans mes premiers raps, je me forçais à avoir une voix très très grave, parce que je me suis dit que c'est ça qui allait vendre. Et à partir du moment où j'accepte ma voix, j'accepte un certain sens de l'humour, j'accepte de parler non pas des guns, puisque j'en ai jamais connu, mais par contre de mon amour pour le basket, de mon amour pour la famille, de mon amour pour tel plat, voilà, d'être vraiment moi-même, et ben c'est là que ça a commencé à prendre et qu'à 20 ans, à 21 ans, à 22 ans, j'avais des gens qui s'identifiaient en disant ah, j'aime bien ce rappeur, c'est un peu différent. Donc voilà, c'est ça qui m'a aidé à sortir de cette crise, c'est cette certaine liberté. Et à 30 ans, donc pour le choix pour vente privée, là aussi, c'est une certaine liberté, une vraie confiance en Dieu, parce que j'ai beaucoup prié, ma femme est croyante aussi, on a beaucoup prié ensemble, on dit bah, Dieu, est-ce que tu veux que je quitte vente privée ou pas? Est-ce que ça a l'air sage? Est-ce que ça a l'air viable?
On avait une conviction, on était convaincu que c'était le bon choix. Et voilà, ça m'a permis cette paix en fait que Dieu donne m'a permis de sortir en fait de cette crise. Voilà. D'accord. Et dans certains de tes textes, tu évoques la recherche d'approbation des autres dans l'apparence, les expériences sexuelles et les substances illicites. Tu penses que ce sont des pièges pour les jeunes? Je pense que les jeunes eux-mêmes savent que ça peut être des pièges. J'ai pas du tout envie d'être moralisateur, tu vois, dans mes textes, dire ouais, faut faire ça, faut pas faire ça. J'ai envie juste de parler de ce que j'ai vécu, de ce que je connais et ce que j'ai expérimenté en tant que piège, justement, tu vois. Toutes ces choses que tu mentionnes, c'est pas des mauvaises choses en soi, tu vois. À l'exception peut-être de la drogue, à la limite, mais que ce soit la sexualité, que ce soit l'approbation des autres, c'est une bonne chose. C'est une mauvaise chose lorsque ça devient une idole, tu vois, lorsque tu en deviens presque esclave. Et c'est de ça que j'aime parler, de cet esclavagisme presque, et de ce côté, tu vois, quand tu es jeune, tout le monde te dit, bah fais-le, ça se fait maintenant, tu vois. Et donc on prend plus trop le temps de réfléchir, il y a ce phénomène de mode, on se sent obligé de faire des choses et on peut être très vite arnaqué, tu vois. Donc, dans le domaine de la sexualité, comme dans le domaine de l'approbation des autres, j'avais l'impression que oui, il faut Mathieu, il faut que tu aies plein de likes, il faut que voilà. Et je commençais à vivre pour ça, tu vois, je commençais à devenir esclave de ça. Et je courais à ma perte, j'ai été très très malheureux, hein. J'ai eu des phases de dépression de fou, tu vois, enfin, j'étais vraiment très très mal parce que je m'étais fait piéger. Donc effectivement, c'est pour ça que je vais en parler dans mes textes, non pas pour être moralisateur, non pas pour faire le prêtre, parce que j'en suis pas un. En revanche, c'est retour d'expérience, tu vois. C'est genre, ouais, bah, si vous avez l'impression d'être un peu idolâtre par rapport à l'approbation des autres et de vivre que par les applaudissements des autres, faites attention, ne finissez pas comme moi, ressaisissez-vous tant qu'il est encore temps. Et donc voilà, donc c'est vrai que j'aime aborder ces points-là, mais dans une optique plus d'aide plutôt que de moralisateur. Et tu parles aussi comme quoi tu t'efforces d'être un meilleur mari, un meilleur homme, un meilleur Ouais. ami. Au fond, qu'est-ce qui te rend heureux? Plein de choses qui me rendent heureux. Alors là, je pense qu'on parle spécifiquement dans la vie sentimentale. Euh, je te dirais la même réponse très spirituelle, bah, c'est la liberté qu'on a finalement même dans la relation du mariage. Ça, je pouvais pas le comprendre tant que je l'avais pas vécu. Parce que moi, ça me faisait pas forcément kiffer ni rêver le mariage. Donc, quand j'écoutais tous les autres rappeurs qui parlent des, des- des- des histoires d'un soir ou de flirter à foison et d'avoir le maximum de copines, pour moi, c'est ça l'idéal qui avait l'air cool. Et là, quand je joue le jeu à fond du mariage, on va dire, et que je vois ce cadre que je suis convaincu que Dieu a créé, tu vois, où tu peux vivre pleinement une sexualité épanouie, où tu peux vivre une vraie amitié, c'est pour ça que je parle de meilleur ami. Maintenant que je l'expérimente, je me dis, ouais, alors j'ai envie de jouer ce jeu-là à fond, et je m'étais complètement trompé sur l'idéalisation que j'avais de la vie sentimentale en mode coureur, tu vois. Oui. Et, comment dire, comment faire ça. J'ai une petite image rapide. Tu sais, c'est comme si. Moi, je suis fan de basket. Et je me souviens qu'à l'époque, quand je jouais au basket, j'avais un terrain pas loin de chez moi, un terrain extérieur, un peu délabré, pas très très joli, à côté d'un gymnase. Et je jouais sur ce terrain délabré, ça me convenait très bien parce qu'il y avait un panier, et il suffisait que je joue avec mon ballon sur ce panier. Un jour, les portes du gymnase se sont ouvertes et le gérant m'a dit, tu sais, Mathieu, tu peux jouer à l'intérieur du gymnase, il faut juste que tu t'inscrives. Il faut juste mettre ton nom. Et moi, j'ai pris tout de suite ça avec hostilité. Comment ça, m'inscrire? J'ai pas envie de mettre mes données. Je préfère jouer sur ce panier. Et j'ai toujours joué sur ce panier pendant longtemps, jusqu'au jour où je me suis dit, bon, m'inscrire, en soi, c'est pas payant. Il faut juste que je mette mon nom et mon nom de famille et mon numéro de téléphone pour dire que je joue dans le gymnase. Quand je suis rentré dans le gymnase, j'ai l'impression d'avoir redécouvert le basket. Tu vois, c'était des paniers en plexiglas, un parquet. Enfin, c'était génial, tu vois. Et je sais pas si tu vois où je veux en venir par rapport aux relations amoureuses. J'ai l'impression que parfois on se contente de ce qu'on nous a vendu, alors que Dieu, je suis persuadé, a prévu ce cadre du mariage avec tout ce qui est de beau dedans, que ce soit l'amitié, que ce soit l'intimité, que ce soit la sexualité, que ce soit la communication, tu vois, dans ce joli cadre qui est ce gymnase. Et tout ce qu'il nous demande, c'est d'être suffisamment, de lui faire confiance, de signer, tu vois. Et c'est pour ça que dans ce morceau H24 que tu mentionnes, un meilleur homme, un meilleur ami, c'est maintenant que j'ai découvert ce gymnase, je vais être à fond. C'est ça qui me rend heureux, pour répondre à ta question. Voilà. Merci. Et donc, tu en as dit au début, tu fais aussi des textes qui parlent de Dieu, de la religion. Pourquoi et comment tu en es arrivé là finalement? Euh,
pas par obligation. Tout au début, si, je me sentais un peu obligé. Et c'est parce que j'avais mal compris. Je me disais, ouais, si je vais à l'église, je vais faire plaisir à mon père et je vais faire plaisir à mon pasteur, parce que je suis de confession un peu protestante. Du coup, je me suis dit, faut leur faire plaisir, faut bien que je lâche un petit morceau qui parle de Dieu. Mais très vite, quand Dieu faisait vraiment partie intégrante de mon quotidien, c'est-à-dire quand je commençais à avoir une vraie relation naturelle ou intime, personnelle avec Jésus, donc je lui parle tous les jours en mode ah, je vais pas bien aujourd'hui, ah, je suis content, c'est une relation personnelle. Bah oui, forcément, tu as envie d'en parler dans tes morceaux. Tous les rappeurs ont leur dada, ont ce qui fait leur vie. Certains, ça sera les femmes, et c'est un kiff de la vie pour certains. D'autres, leur vie tourne autour de l'argent, d'autres de l'ambition, d'autres pour des causes aussi peut-être plus humanitaires, hein, tu sais, des assos et tout ça. Et donc, ils vont en parler à chaque fois dans leurs chansons. On les connaît pour ça. Ah oui, tel artiste, il parle toujours du réchauffement climatique ou des questions sociétales. Ah oui, tel artiste. Parce que c'est ce qu'ils kiffent dans leur vie, tu vois. Et moi, c'est cette relation avec Dieu que je kiffe. Donc forcément, je vais en parler un peu plus souvent. Après, ça n'empêche que tu peux retrouver un morceau où je parle de ma femme dans H24. Dans mon dernier album, j'ai fait un morceau qui s'appelle Cross Step Back où je parle du basket exclusivement. Donc ça ne m'empêche pas de parler de plein de choses. Mais c'est vrai que la foi, parce que c'est quelque chose qui a changé complètement ma vie, forcément, je vais un peu en parler assez souvent dans mes textes. Ouais. Donc finalement, la foi, c'est pas uniquement ton unique source d'inspiration. Mm. Où tu puisses ton inspiration, vraiment, qu'est-ce qui te permet de créer ces textes? Et au Mm. sujet de tes thèmes de prédilection, est-ce que tu en as particulièrement ou c'est vraiment aléatoire? C'est assez aléatoire. Euh, Je peux faire une autre comparaison. Cette fois-ci, ça sera plus le basket, ça va être la restauration, parce que je suis un grand gourmand. Mais ça me vient comme ça, tu sais, les chefs, tu vois, dans certains restos, où il y a des chefs qui te disent, le menu du jour change tout le temps, tu vois, c'est pas une carte figée. Et il te dit, c'est selon l'arrivage, les arrivages. Donc, tu vois, et ben moi, c'est pareil. C'est-à-dire que, tu vois, le restaurateur, il peut avoir un super poisson ce jour-là, donc il dit, ah, aujourd'hui, le plat du jour, ça sera ce poisson. Mais parfois, l'arrivage, c'est pas de la nourriture, ça sera un bon vin. Donc, il dit, oh, punaise, on a reçu des super Bordeaux rouges, donc aujourd'hui, je vais faire un plat en conséquence, et un plat qui va bien avec. Parfois, c'est aussi peut-être du nouveau matériel qu'il a reçu. Oh là, j'ai reçu un nouveau four, j'ai envie de le tester. Alors aujourd'hui, on va faire des plats spécifiques qui sont faits au four. Ça peut être de la nouvelle vaisselle aussi. Oh, on a reçu des bols en argile en masse. Donc aujourd'hui, on va faire spécial boboon, ou soupe, tout ce qui va se manger dans le bol. Tu vois ce que je veux dire? Ou ça peut être la clientèle. Ah, cette semaine, on aura exclusivement des enfants parce qu'il y aura une colonie qui va passer dans le coin. Donc, je vais choisir mon plat en fonction de cette clientèle. Je vais faire des patates avec du steak. Et pour la musique, c'est pareil. Si j'ai découvert une nouvelle instru, je ne sais même pas ce que j'ai envie de dire dessus, mais c'est là-dessus que je vais créer. L'inspiration va venir de la musique. Parfois, ça va venir d'un échange. Par exemple, là, toi et moi, on discute. Si finalement, ça m'inspire quelque chose, cet échange, ben, je vais prendre de cette discussion. Ça peut venir d'une série. Tu vois, je vais regarder une série, il y a une scène qui m'a marqué, qui me marque encore jusqu'à aujourd'hui. Ben, peut-être que je vais écrire sur ça. Donc oui, les thèmes, il n'y a pas de thème de prédilection, je pense. C'est presque un journal intime, la musique. C'est que je raconte tout ce que je vois passer et tout ce qui, selon les arrivages, comme pour le chef cuistot. Voilà. Très belle image. Ah bah tant mieux. Ça donne faim. Oui. Peux-tu vivre de ta passion? D'ailleurs, vis-tu uniquement de tes créations musicales? Je peux vivre, du coup, ça fait bientôt 3 ans, un peu plus de 3 ans, donc je vis de ma passion. Donc oui, je suis super content. Euh, Principalement des concerts, des cachets de concerts, comme on dit souvent dans le langage. De la vente d'albums, que ce soit en ligne, que ce soit sur les plateformes Spotify, Deezer, iTunes, tout ça. Euh, donc oui, c'est principalement l'activité musicale, mais aussi tout ce qui tourne autour de l'écriture, comme c'est un peu ce qui a fait ma force, ou c'est ce que je travaille depuis plus de 15 ans maintenant, une plume un peu aiguisée. D'autres services font appel à moi, comme des entreprises parfois. Oh, on a besoin de rédiger un joli truc stylé qui rime pour nos réseaux sociaux. Est-ce que tu as... Donc voilà, je propose des services d'écriture, même pour les particuliers. Ça, j'en parlerai un peu après, je crois. Mais donc ouais, tout ce qui tourne autour de l'écriture, c'est devenu mon travail, principalement artistique. Et oui, donc je peux en vivre aujourd'hui et j'en suis super content. Ouais. Et du coup, tu en as un peu parlé, mais donc tu as d'autres activités que les concerts et la musique. C'est Donc, ça. animation d'ateliers, association, tu peux nous en dire quelques mots?
Ouais, du coup, bah, surtout maintenant, avec le Covid et tout, heureusement que l'activité est diversifiée, parce que là, si je vivais que des concerts, je serais vraiment très très mal barré. Ouais, je fais des chansons personnalisées, par exemple, pour des particuliers. Ça marche énormément. Par exemple, tu as un couple qui va se marier et qui aimerait que le jour de leur mariage, il y ait une chanson qui raconte leur histoire et leur rencontre, les défauts, les qualités de l'un et de l'autre. Ça, je fais et ça marche du tonnerre. J'ai des commandes toutes les semaines, c'est trop cool. Je fais du coaching aussi, tu vois, bah, c'est sur Skype ou sur Zoom comme avec toi, où j'échange avec des compositeurs, où je donne des conseils, je fais part un peu de mon expérience d'auteur. J'écris pour d'autres artistes aussi, mais ça, j'ai pas le droit de te dire lesquels. Mais en tout cas, il y a des artistes qui font appel à moi pour leurs couplets, leurs refrains ou tout leur album. Donc ça me permet d'avoir des revenus. Donc j'anime effectivement aussi des ateliers d'écriture et je donne aussi des cours. Alors ça, c'est assez improbable à l'Institut biblique de Nogent parce que j'aime faire ce pont entre la théologie et l'écriture artistique. Donc l'intitulé de mon cours, c'est écriture artistique et théologique. C'est pour montrer qu'il est possible de faire un pont et de parler de la foi et de Dieu et de tout ce qui est théologique avec style. Et à l'inverse, il est possible de faire de la musique stylée avec un bon contenu théologique. Donc voilà, je travaille beaucoup sur ce pont-là et je forme les deuxième et les troisième années de l'Institut biblique sur ces questions-là. Voilà. Donc oui, il D'accord. y a plein de choses autour de la musique. Ouais. Et par exemple, tout à l'heure, tu nous as montré une image où tu étais avec Giroud. Ouais. Donc, tu as beaucoup voyagé, mais est-ce que tu as aussi rencontré d'autres artistes dans la musique? Et comment tes rencontres se sont passées? Peut-être des anecdotes dessus? C'est une bonne question. Euh, oui, j'en ai rencontré plein. Alors, c'est vrai que je suis pas mal invité dans des événements aussi de chrétiens. Donc, je pense avoir vu la plupart des artistes connus chrétiens. Mhm. Et oui, non, comment ça se passe? C'est des échanges très agréables et beaucoup moins, comment dire, c'est là que tu réalises que c'est juste des êtres humains. En fait, c'est des gens comme toi et moi. Ils sont parfois plus petits que ce que tu imaginais. Moi, déjà que je suis très petit, mais voilà, très simple et très accessible. Donc, c'est très enrichissant. Bah, pour le coup, juste pour prendre l'exemple de Giroud, par exemple, bon, lui, il est très grand, mais pour le coup, c'était très agréable de voir à quel point il était très humble et qu'il y a un vrai respect mutuel. Autant que je l'admire comme footballeur, autant il avait l'air d'être assez admiratif sur mes talents d'écriture, d'écrivain. Et du coup, ouais, non, il y a. Là, j'ai pas une anecdote très très précise, si tu veux en tête, mais euh, je vois aussi beaucoup de respect dans le monde, au-delà du chrétien, dans le monde artistique, et ça me fait vraiment plaisir, quelles que soient les confessions. Tu vois, par exemple, j'ai l'occasion de voyager, mais aussi de faire des concerts dans des lieux publics, comme il n'y a pas longtemps en Belgique, j'ai fait un concert sur une péniche, tu vois, sur un bateau. Et le public, enfin le gérant n'est pas forcément chrétien, et pourtant on a bien accroché, il aime beaucoup ma musique, et ça me fait plaisir de voir que la musique, tu vois, internationalement est appréciée aussi pour son esthétique. D'accord. Et il n'y a pas longtemps à Paris aussi, dans un bar parisien, j'ai fait un concert. Le gérant est musulman et on a très bien sympathisé. Il m'a même dit tu reviens quand tu veux. Donc ouais, je pense qu'il y a cette ouverture et qui me fait vraiment plaisir aussi dans la musique en France. Et du coup, tu nous disais comme quoi tu fais des concerts privés, publics aussi. Et Ouais. donc, est-ce qu'il t'est arrivé de faire des concerts avec un nombre de spectateurs assez important? Et en fait, qu'est-ce qui te fait vibrer dans les concerts? Pourquoi, en fait, tu t'es dit que tu avais envie de faire des concerts? Déjà, il y a une phrase que je dis dans un de mes morceaux qui dit j'ignore ce concept qu'on appelle track. Je me la raconte un peu. En fait, je trouve que comparé à d'autres artistes, je comprends pas forcément cette appréhension, cette peur, parce que je l'ai pas vraiment. Mes parents m'ont raconté que quand j'avais 10 ans, lors des grands rassemblements de famille malgaches, parce que je suis malgache et nos familles sont très, très nombreuses, dès 10 ans, en fait, je faisais un peu le clown devant tout le monde et j'avais pas peur de me montrer de me donner en spectacle. Donc, je pense que j'ai toujours eu ce côté où j'aimais le public. Ah, tu vois. Donc oui, j'ai déjà joué enfin, faire un concert devant 3 000 à 4 000 personnes. Ça fait vibrer, effectivement. Il y a ce petit cœur qui palpite quand tu vas monter, qu'on te met l'oreillette et qu'on te dit 5, 4, 3, 2, 1, Mick, vas-y. Mais moi, en fait, j'expérimente surtout une excitation et je suis pressé d'y être. J'ai pas peur. Je suis pressé d'y être et je vis ça comme une vraie communion, tu vois, un moment de fête. C'est les petits textes que j'ai écrits dans ma chambre, dans mon coin.
ça y est, je vais vous les partager, mais je suis tellement pressé, j'ai plein de choses à vous dire et vous allez réagir et on va rigoler ensemble, tu vois. Je vis ça non pas comme un spectacle, regardez-moi, mais plutôt parlons, communiquons. Est-ce que ça vous fait rire ce que je dis? Est-ce que ça vous fait pleurer? Est-ce que ça vous fait réagir, tu vois? Donc ouais, pour moi, la scène, c'est surtout ce vrai moment de communion, c'est cool. D'accord. Et une autre question. Euh, J'ai oublié ma question. Et aujourd'hui, on entend beaucoup que finalement, c'est difficile d'intégrer le monde de la musique, de se faire connaître, d'avoir un nom au sein de la musique, que ce soit le rap, que ce soit d'autres styles musicaux, dans le chrétien ou non. Est-ce que tu Ouais. aurais des conseils à donner, par exemple, à des étudiants qui souhaiteraient se lancer dans la musique, mais finalement qui n'osent pas partager? Bah déjà, être reconnaissant des réseaux sociaux, parce que ça change tout. Je pense que si on avait été, si j'avais fait cette musique-là en 1995, il n'y aurait pas du tout la même étendue. Donc là, je bénéficie quand même des réseaux sociaux pour me faire connaître. Mais le vrai conseil que je donnerais aux jeunes, c'est pour tirer son épingle du jeu, il faut vraiment être soi-même. Alors ça fait vraiment le conseil bateau, mais c'est très concret. Je peux te faire encore un exemple, tu vois, une comparaison. T'imagines, tu es dans une pièce et qu'on te montre un tableau et tu as 10 personnes à côté de toi. On te dit, ce tableau vous évoque quoi? Toi, en voyant ce tableau pour la première fois, ça te fait penser à une pomme pourrie. D'accord? Parce que tu vois, la forme, tu as grandi à la campagne, et pour toi, tu as l'habitude de voir des pommes qui tombent, et quand c'est pourri, ça ressemble à ça. Mais quand on demande à la première personne, ça te fait penser à quoi? La personne répond, Ouah, ça me fait penser à une colombe qui prend son envol. Ok. Deuxième personne va dire, moi, ça me fait penser à un aigle qui prend son envol. Et ils ont tous ce champ lexical de l'oiseau, et tout le monde applaudit parce que c'est très poétique, mais toi, tu fais, mais non, moi, ça me fait penser à une pomme pourrie. Tu vois? Et ma question, c'est, quand arrivera ton tour, qu'est-ce que tu vas dire? Et malheureusement, j'ai l'impression, quand je regarde beaucoup d'artistes que je suis, notamment en coaching, eh ben, ils vont dire, oh, ça ressemble à un oiseau qui prend son envol. Parce qu'ils se disent, c'est ça qui marche. Visiblement, ça ressemble à ça, en fait, peut-être. Et visiblement, les gens applaudissent quand on dit ça. Et moi, avec ma pomme pourrie, ils vont pas comprendre, ils vont se moquer de moi, et je serai obligé d'expliquer que j'ai grandi à la campagne. Mais non, c'est Mhm. ça que les gens veulent voir. Et tu le vois, hein, je suis sûr toi-même, quand tu regardes des vidéos sur YouTube ou tu écoutes des podcasts, tu aimes ce qui est différent. Tu vas pas écouter, tu vas pas, enfin, les gens vont pas accrocher si c'est un dupliqué, un copier-coller. Et je trouve que j'ai pu, en tout cas jusqu'ici, et je suis super reconnaissant et gloire à Dieu, tu vois, mais tirer mon épingle du jeu parce que oui, je parle de Dieu, mais tout en restant moi-même, j'essaie d'utiliser du tact. Et oui, j'ai toujours voulu être poète, donc je veux pas essayer de passer pour le rappeur que je ne suis pas. Et donc ouais, je pense que des étudiants, je suis sûr qu'il y en a beaucoup de très talentueux. Et mon conseil, ce serait trouve ce qui est très intrinsèque ou en tout cas unique chez toi et mise dessus. Travaille-le, mise dessus. Et c'est là que tu feras la différence. Voilà. Ok. Bon, ben, on espère qu'on aura plusieurs étudiants qui se lanceront dans la Ah musique, ben moi avoir j'espère. de nouveaux talents. Bah oui, et le prochain Wednesday Event, ce sera pas moi, mais ça sera eux, hein. On espère aussi, pourquoi pas, bien sûr. Et peut-être un sixième album en route ou pas? Oui, alors oui, il y a un album très très spécial où justement j'ai envie de réfléchir plus sur des questions contemporaines contemporaines, ouais, et sociétales, enfin des problématiques très très actuelles, euh, parce que ça me fait travailler moi aussi, tu vois. Un rap plus, j'allais dire plus intelligent, plus profond. Bah, je suis plus tout jeune et je me dis, bah, c'est trop facile maintenant si je retourne toujours à chaque fois sur des sujets que je connais bien. Si ça me permet de me challenger intellectuellement, j'ai envie de faire ça. Donc oui, je suis en train de travailler sur des titres, j'en dirai pas plus là, mais Bien sûr. qui vont aborder des questions qui vont d'abord me questionner moi, tu vois. Donc oui, oui, la musique, c'est toujours d'actualité et si je suis dans ce bureau, c'est que je continue à travailler de la musique. Bonne nouvelle. Oui. Bah, du coup, tu nous as parlé que tu avais des réseaux sociaux. Ouais. On peut te retrouver sur aussi Spotify. Toutes Euh, les plateformes de musique, ouais, Spotify, Deezer, iTunes, YouTube Music et compagnie, mais aussi sur effectivement Instagram, sur Facebook, sur Twitter. J'ai une chaîne YouTube. Donc généralement, si vous tapez Meek, ça s'écrit donc MEAK, sur toutes ces plateformes-là, vous devrez me retrouver. Il y a une bonne petite communauté, très bienveillante, ils sont toujours sympas et puis très réactifs à chaque fois. Donc ça me fait vraiment plaisir d'échanger à chaque fois sur les réseaux.
D'accord. Est-ce que, par exemple, tu as pu avoir aussi des retours de témoignages où tes musiques avaient touché particulièrement certaines personnes dans leur vie, dans ce qu'elles pouvaient vivre aussi? Ouais, j'en ai beaucoup et ça me fait vraiment plaisir. C'est ce que j'appelle avec ma femme, j'appelle ça mes vrais trophées. Mm. Autant quand je reçois un cachet de concert ou bien un message de quelqu'un qui dit: «Oh lourd ta musique», c'est bien, mais c'est pas mes vrais trophées. Mes vrais trophées, ça serait quand ça impacte une vie, tu vois? Et en plus, ça vient de différentes générations. J'ai déjà eu des messages de grand-mère qui disent: «Ah, mon petit-fils a acheté votre album», enfin, j'ai acheté votre album pour mon petit-fils et depuis, il écoute tout le temps et ça me fait plaisir parce qu'il veut se mettre à la poésie. J'ai eu un autre, des personnes beaucoup plus jeunes, où dans un texte après un concert, j'avais parlé de Jésus comme si c'était un ticket de bus. Je sais pas, je crois que j'en avais parlé déjà, il me semble, peut-être la dernière fois, mais comme si c'était un ticket de bus, en disant: «Bah, voilà, c'est toujours bien de l'avoir sur soi parce qu'au moins ça règle un problème, ça règle un conflit entre Dieu et nous. Ça nous permet de voyager en règle. Comme ça, on continue le reste du voyage avec ce problème réglé». Bref, c'était raconter la Bible d'une manière un peu plus vulgarisée ou en tout cas plus accessible, tu vois? Et en retournant après le concert à l'hôtel, je récupère ma boîte à dons, donc les gens ils mettent des petites pièces ou tu vois? Et quelqu'un avait laissé un post-it et sur le post-it, c'était écrit: «Je crois que je vais prendre mon billet de bus, mon ticket de bus. Merci pour tout, et ça m'encourage». Enfin, tu sais, comme si cette personne avait, fait un grand choix dans sa vie et pour moi, c'est un choix important de décider de suivre Jésus, tu vois? Et ce post-it, je l'ai gardé, maintenant il est accroché juste là et ça ça m'aide à me dire: «C'est aussi pour ça que tu fais de la musique, c'est surtout pour ça, c'est pour, heu, impacter les cœurs», tu vois? Pas simplement pour gagner ta vie et te faire de l'argent, surtout pas, mais c'est aussi pour avoir donc oui, ouais, j'ai la grâce, on va dire, de recevoir des retours de toutes les générations en plus et assez régulièrement, assez positifs à chaque fois sur ma musique et ça, je suis super content. Et donc là, tu disais en fait finalement ta foi, elle impacte ta musique, mais est-ce que finalement ta musique aussi, elle impacte ta foi ou pas? Elle me remet beaucoup en question, tu vois? Ça Mm. comme je te dis, c'est comme un journal intime donc parfois quand je crache ma musique et tout n'est pas sorti. Tu vois, il y a des textes que je ne passe pas parce qu'en fait, j'ai besoin de le ressortir donc j'écris un texte, je l'enregistre même, je vais très loin dans le processus et en réécoutant, c'est comme si, tu sais, je suis devant un miroir, je me dis: «Mais c'est ça Mathieu? C'est ça ce que tu es aujourd'hui? C'est ça ton constat? C'est ça ton» soit ça m'émeut parce que je me dis: «Waouh, ça veut dire que là, tu es vraiment pas bien mon gars» ou bien au contraire: «Waouh, là, tu as exprimé beaucoup de joie». Et cette joie, ouais, beh, je sais que c'est Dieu qui me la donne ou qui me la prête presque, tu vois? Et du coup, oui, ça façonne ma foi parce qu'il y a, c'est un cycle. J'écris ce que Dieu m'apporte, hem et c'est lui qui m'apporte des inspirations aussi pour que j'écrive. Enfin, du coup, oui, j'ai l'impression que ça fait vraiment partie intégrante, de ma personne et que je grandis autant artistiquement que spirituellement. D'accord. Merci beaucoup Bah, merci et pour toutes j'espère que je ces suis pas belles trop, réponses. trop bavard, hein. Non, ça va. Pour tous les étudiants qui nous regardent et ainsi que tous les autres qui nous regarderont, je vous invite donc à retrouver Mick sur les différentes plateformes. N'hésitez pas à aller écouter quelques-uns de ses sons et à vous abonner aussi à sa page Facebook, Instagram pour le suivre, continuer à le suivre, surtout si vous voulez avoir accès au sixième album. Euh, donc voilà. Cette année, c'était notre dernier Wednesday Event pour l'année universitaire 2020-2021. Ce n'est pas fini. Vous le savez, en février, on termine les Wednesday Events et en mars, on attaque les Théobards. Avec la situation sanitaire, les choses changeront. Donc, on vous en dira plus sur nos réseaux sociaux prochainement. Je vous invite évidemment à vous abonner à Facebook, La Fontaine, La Roche-sur-Yon et à Instagram sur notre page aussi. Vous pourrez retrouver cette vidéo en replay sur notre chaîne YouTube ainsi que tous nos anciens Wednesday Events. Je vous souhaite de finir une bonne année et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Merci Mick également d'avoir participé à ces derniers Wednesday Events. Bah, merci à vous pour l'accueil. On espère qu'en tout cas, plusieurs étudiants seront touchés par tes textes et que ça pourra aider peut-être nos futurs artistes. J'en suis certain. Bonne soirée à tous.